On va parler du sponsoring dans l'e-sport. Voilà, merci beaucoup. Donc pour présenter rapidement la société Good Game Management que j'ai créée en 2017, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion de partenariats et de stratégies de communication et de développement dans le domaine de l'e-sport. On s'adresse à 3 types d'acteurs, les annonceurs, les organisations sportives et les diffuseurs, qu'on accompagne dans leur compréhension de l'écosystème et donc la mise en place de partenariats ou de stratégies de communication de développement. Pour citer quelques organisations avec lesquelles on a pu travailler et sur lesquelles on reviendra plus tard dans la présentation, il y a notamment Orange, Renault, l'UEFA, France Télévisions, parmi d'autres. Et donc aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à ce qui concerne les marques. Hop, et c'est parce que je tenais le clicker à l'envers, voilà. Avant de commencer, enfin pour introduire la présentation, c'est important de faire un point sur les audiences de l'e-sport. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté à cet événement il y a quelques semaines à Paris, donc vous avez peut-être entendu parler parce que la mairie était très impliquée autour du sujet. Cette photo a été prise lors de la finale des mondiaux de League of Legends. Donc League of Legends qui est le jeu roi de l'e-sport, c'est le football de l'e-sport qui réunit les plus grosses audiences et le plus de joueurs. Et cette finale a réuni 17 000 spectateurs à l'Accor Hotel Arena de Bercy. Si vous y étiez, c'était un événement absolument incroyable. Et en France, ce sont plus de 4 millions de personnes qui jouent en réseau de façon compétitive. C'est même plus de 10 millions de personnes si on compte tous les gens qui jouent en réseau sur console, ordinateur, mobile. Et ces données viennent de Médiamétrie, c'est un baromètre qui est sorti avec l'association France e-sport tous les ans au mois de septembre, qui a été présenté il y a quelques semaines. Et quand on regarde la position de la France au niveau global, c'est aussi intéressant de noter, alors ces données-là viennent de Twitter, je vous invite à suivre le compte Twitter Gaming qui publie régulièrement des données sur le sujet. Quand on regarde les conversations autour des compétitions sur les principaux jeux e-sport, donc on a League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, Call of Duty, la France apparaît régulièrement dans le top 5 au niveau mondial, donc une position très forte de la France sur ce marché, même au niveau international. Et ce qu'il faut surtout retenir quand on parle des audiences de l'e-sport, au-delà du fait que ça concerne aujourd'hui en France plusieurs millions de personnes et qu'on soit bien situé au niveau international, je pense que le point important, c'est surtout la composition de ces audiences qui est bien illustrée par cette photo. Ce sont à plus de 75% des hommes entre 15 et 34 ans, ce qui en fait une audience hyper qualifiée sur cette cible-là, et d'autant plus intéressante pour les marques qu'on est sur la fameuse tranche 15-34 qui, comme vous le savez, regarde moins la télévision en linéaire, lit moins la presse, écoute moins la radio, les fameux millennials. Donc quand on parle d'e-sport, pour être sûr que tout le monde parle de la même chose, il y a 2 confusions qui reviennent. On parle souvent de l'e-sport au singulier, de la discipline de l'e-sport, et on confond parfois avec les jeux de sport. En fait, l'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition, donc qui ont lieu soit en ligne, soit lors de compétitions physiques comme l'Accor Hotel Arena, ce qu'on voyait tout à l'heure. Et ce qui est important d'avoir en tête pour bien comprendre l'écosystème e-sport, c'est de comprendre qu'un jeu égale une discipline. Le sport, c'est du football, du rugby, du tennis, du hand, avec des règles différentes, des ayants droit différents, des compétitions différentes. L'e-sport, c'est pareil. League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, FIFA sont des disciplines différentes, avec des joueurs qui peuvent jouer sous la même bannière pour des clubs e-sport qui portent le même nom, mais qui sont au sein de ces clubs dans des équipes sur League of Legends, sur Counter-Strike, sur Fortnite, etc. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui est relativement structuré, ce qui n'était pas encore le cas il y a ne serait-ce que 4 ou 5 ans, avec, si on fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre, des joueurs qui jouent pour des clubs professionnels. Donc vous allez voir, ça ressemble beaucoup au sport traditionnel. On retrouve une organisation assez similaire. Des compétitions qui sont, elles, organisées par soit des promoteurs, comme ESL, vous voyez le logo en bas à droite, qui est la société dont on a vu la vidéo en introduction, soit, et c'est la grosse différence avec le sport, par les éditeurs des jeux. L'éditeur du jeu, c'est le propriétaire du jeu. Par exemple, Riot Games, c'est l'éditeur de League of Legends. Et de nombreux éditeurs aujourd'hui reprennent la main sur l'organisation des compétitions. Et puis, autre spécificité de l'e-sport, on parlait des audiences. Ces audiences, elles ont des habitudes de consommation média très spécifiques. On parlait de Discord dans la présentation précédente. Elles vont regarder ces compétitions essentiellement sur Twitch et sur YouTube et commenter les compétitions et l'actualité e-sport sur Discord et sur Twitter. Donc on n'est pas sur, pour caricaturer, le combo dominant YouTube-Facebook quand il s'agit d'e-sport, mais voilà, des spécificités à prendre en compte aussi quand il s'agit de communiquer quand on est une marque.
En termes de tendance maintenant de fond sur le secteur de l'e-sport, donc je le disais, les éditeurs ont repris la main sur l'organisation des compétitions. Les équipes aussi, les audiences et les fonds se concentrent autour d'une dizaine, quinzaine d'équipes au niveau global. On voit qu'on a un champion français, Team Vitality, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et là, on retrouve un phénomène qui est assez proche du football. Dans le football, tout le monde connaît, il y a une quinzaine de clubs au niveau global qui concentrent les fonds et les fans. Et on a une tendance similaire qui est en train de se mettre en place dans l'e-sport avec donc ces clubs qui ont levé plusieurs millions de dollars sur les 18 derniers mois. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les audiences des plus gros clubs e-sport au niveau global, donc là on a cumulé les audiences Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, on retrouve grosso modo les mêmes. Voilà, ce qui ne veut pas dire que ceux qu'on voit à droite n'ont pas levé de fonds, mais peut-être avant les 18 derniers mois. Et c'est aussi le cas, autre donnée de Twitter, quand on regarde les clubs qui génèrent le plus de conversations sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les fans sont aussi les plus engagés auprès de ces clubs-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça simplifie la lisibilité du secteur pour les marques qui s'y intéressent. Là, on est essentiellement sur des clubs nord-américains ou européens. Aujourd'hui, on a vraiment 10, 15 top clubs qui se détachent, qui sont a priori les plus intéressants pour les marques qui souhaitent engager avec les fans d'e-sport, puisque eux concentrent les audiences. Et puis, il y a aussi un engouement populaire et grand public autour de l'e-sport depuis quelques semaines. Je parlais des championnats du monde, de la finale des championnats du monde de League of Legends. Vous avez peut-être vu le village e-sport à l'hôtel de ville de Paris. Anne Hidalgo, d'autres personnalités politiques ont tweeté sur le sujet. Donc on voit un vrai soutien institutionnel autour de l'e-sport. Et c'est reflété par les prises de position de différents médias. Alors la Paris Games Week qui est un peu à part, mais donc événement, gros salon du gaming et de l'e-sport, début novembre, fin octobre, début novembre, tous les ans à Porte de Versailles, qui est le 3e salon gaming au monde aujourd'hui, avec plus de 300 000 visiteurs en 5 jours. France Télé, j'en parlais tout à l'heure, donc on a accompagné sur la codiffusion de la finale des championnats du monde de League of Legends, beIN Sport qui a son émission hebdomadaire, ou l'équipe qui a une section dédiée sur son site et qui fait plus de 700 000 visites par mois. Dans tout ça, quelles opportunités pour les marques? Pour faire simple, il y a 2 types d'acteurs avec lesquels travailler. Et je pense que c'est important quand on est une marque de s'appuyer sur ces acteurs-là parce qu'ils ont déjà les audiences et la légitimité, ce qui est très long et très cher à créer quand on part de rien. Donc autant s'appuyer sur des acteurs référents avec des équipes e-sport professionnelles, et vous voyez que certains clubs de football s'y sont mis, et puis les organisateurs de compétition, j'en parlais tout à l'heure, qui sont soit les éditeurs propriétaires des jeux, soit des promoteurs de compétition comme ESL et DreamHack. Avec 3 axes de communication. Le plus généralement travaillé, qui est celui de communication grand public, donc pour communiquer sur ses produits, ses services, les valeurs de sa marque. Et puis 2 axes qui sont un peu négligés par les annonceurs et qui pourtant pourraient trouver écho auprès des fans d'e-sport, la marque employeur, 75% de 15-34 qui sont à plus de 2 tiers diplômés du supérieur, donc un bassin d'audience intéressant pour les annonceurs en tant qu'employeurs. Et puis la communication interne, certains grands groupes, je cite souvent l'exemple de la Société Générale, le fait qu'il y ait un engouement en interne pour le sujet fait que la Société Générale, c'est un des facteurs qui ont fait que la Société Générale a mis un pied dans l'e-sport. Et on le voit avec Orange, cas dont je vais parler juste après, sur lequel j'ai travaillé avec Team Vitality. Les collaborateurs d'Orange sont nombreux aussi à suivre l'e-sport et à être gamer. Donc de ce point de vue-là, ça peut aussi être intéressant. Quelques cas qui l'illustrent pour finir. Donc j'en parlais à l'instant, Orange et Team Vitality, partenariat le plus important sur lequel on ait travaillé jusqu'à présent. Donc on a accompagné les équipes de Vitality, d'Orange dans la définition, la négociation de ce partenariat. Et ces 3 images illustrent bien ce qu'on retrouve dans les activations, les partenariats e-sport. Et on est à peu près sur les mêmes éléments que dans le sport traditionnel. On a d'un côté tout ce qui est visibilité, droit à l'image, donc ici Orange qui est donc partenaire principal du club, donc face avant sur le maillot, qui utilise l'image des joueurs dans ses communications. Un certain nombre d'activations digitales qui sont évidemment, s'agissant d'e-sport, centrales. C'est la grosse différence avec le sport. Le rapport activation digitale, activation physique est presque inversé. Avec par exemple tous les mois des questions-réponses où les fans sont invités, c'est assez classique, à poser leurs questions aux différents joueurs de l'équipe avec le hashtag AskVitality qui répondent en live. On a aussi les meilleures actions de la semaine, etc. Un certain nombre de contenus vidéo qui sont postés sur les réseaux sociaux. Et puis en termes d'activation physique, accès pour Orange aux joueurs de Vitality pour animer sa scène à la Paris Games Week, ça c'était l'an dernier. Donc les joueurs stars de Vitality sont venus notamment jouer à Fortnite le samedi après-midi, et comme on le voit, ça a ramené un petit peu de monde. Et puis pour aller plus loin, vous l'avez peut-être vu, Orange a communiqué dernièrement sur sa responsabilité en tant que
FAI par rapport au temps de consommation d'écran. Et ils ont déployé cette campagne RSE via le partenariat avec Vitality pour montrer qu'on pouvait être gamer et aussi être très impliqué sur des passions qui n'ont rien à voir avec les écrans. Il y a 3 films qui ont été tournés, qui sont en ce moment ou seront dans les prochains jours en campagne sur YouTube, qui mettent en avant des joueurs de Vitality, et ici un de leurs joueurs Fortnite qui est également pianiste. Passion. Voilà, donc l'e-sport, pas seulement du gaming. 2 cas pour finir très rapidement, parce que le temps est écoulé. Donc, dans le cas d'Orange, il s'agit de travailler la préférence de marque. Là, pour aller un peu plus loin et travailler l'affinité avec les fans, c'est aussi important de comprendre les codes spécifiques à l'e-sport, spécifiques au jeu, et notamment un jeu qui s'appelle Counter-Strike, qui a 20 ans, auquel certains d'entre vous ont peut-être déjà joué, donc un jeu de tir stratégie par équipe, dans lequel à chaque round on peut gagner de l'argent virtuel pour acheter de l'équipement, et McDonald's a utilisé ces éléments de communication pour une campagne d'affichage autour d'une compétition au Danemark de façon très intelligente, puisqu'ils ont repris la sémantique du jeu. Quand on a peu d'argent, on joue en eco round. À l'inverse, quand on a un round beaucoup d'argent, on joue en full buy, on achète tout l'équipement disponible. Les équipements secondaires qu'on appelle utility. Le GLHF ici, qui est l'acronyme de Good Luck Have Fun, c'est un gimmick entre joueurs, quel que soit le jeu, en début de partie, en signe de fair play. Donc, façon très intelligente dont McDonald's a réussi à réutiliser les codes du jeu et les codes de l'e-sport pour parler directement aux fans. Et évidemment, on peut imaginer qu'il y avait un restaurant McDonald's pas très loin de l'endroit où avait lieu l'événement. Je parlais de marque employeur. McDonald's a également repris les codes de l'e-sport en Allemagne. Cette fois-ci, encore une fois, bien compris les codes spécifiques et donc peuvent travailler de façon assez poussée l'affinité avec les fans. Et puis pour finir, cas dont vous avez sans doute entendu parler, Louis Vuitton, partenaire du championnat du monde de League of Legends, avec la création d'un trophy case digital unique pour le trophée, donc qui s'appelle le Summoners Cup des championnats du monde de League of Legends. Et puis en haut à gauche, vraiment là ils sont allés très loin dans l'intégration avec le jeu, la création d'un design qui a été créé par le directeur des collections femmes chez Vuitton, d'un design pour un des personnages du jeu que les joueurs peuvent porter dans le jeu. Et aujourd'hui ont même été annoncées les collections prêtes à porter, inspirées de l'univers du jeu. Voilà, donc là encore un travail assez fin et assez profond dans l'intégration avec l'univers du jeu et ses codes. Je vous remercie pour votre attention et si vous souhaitez poursuivre sur le sujet, je reste ici et ce serait avec plaisir. Merci beaucoup.